Là, c'est le même. J'ai activé le micro, mais il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez parler, professeur? On l'entend mal, je pense, hein. On n'entend pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, je sais pas, professeur Samy, je lui ai envoyé la présentation de DeFi. Est-ce que tu l'as reçue, Samy, sur ton mail? Comme ça, elle peut y défiler le... Là, on l'a, mais je ne sais pas si on arrive à la défiler. Non, non, le partage, ça dépend si, qui a la main. Il n'y a pas de souci, on va régler Comment on tout. fait? Vous voulez que je lui donne la main? On essaie de lui donner la main? Pour le partage, oui, Ou donnez-lui la la... main. À Non, qui? pour le partage, c'est écrit, docteur Diffie. On voit que la plaque, elle est chez elle. Et le problème, c'est le Non, à son. Diffie. Et le Diffie, problème, ça oui. reste le son. Alors, activez-lui Diffie Samia, pas professeur Diffie, docteur Google. Ok. Diffie. On va y Samia arriver. Diffie. Aïe, Tintia. Aïe. Alors, activer. Dites-le que la demande. Oui, Voilà. c'est bon, vous m'entendez là? Ah, C'est Enfin, bon? oui. super. On Oui, vous oui. entend. Vous avez les diapositives, s'il vous plaît? Oui, mais mode Oui. diaporama. Ok. Diaporama, ok, très bien, pas de souci. Voilà, c'est clair comme ça? Oui, c'est Je clair. peux, je peux commencer? Oui, bien sûr, avant que le son ne parte. Voilà. Bien sûr. Alors, merci beaucoup. Difficilement. Alors, je remercie professeur Kerboua et docteur Gougoum pour l'invitation et l'initiative. Et en ce mois d'octobre rose, pour cette initiative donc, qui va nous permettre essentiellement d'améliorer la prise en charge de nos patientes. De ma part, je vais vous parler du cancer du sein dit lumineux. Donc, ce sont les cancers les plus fréquents. Donc, ça représente à peu près 60 à 70% de nos patientes. Ces cancers hormonaux dépendants sont définis essentiellement par la positivité de deux récepteurs hormonaux les plus étudiés, c'est les récepteurs à l'oestrogène et à la progestérone. Et le fait que la patiente ait des récepteurs hormonaux lui confère quand même un bon pronostic par rapport aux deux sous-types moléculaires que vous avez vus avec mes collègues, professeur Samy et docteur Aziez. Alors, le problème avec ces malades, c'est le problème des récidives ou des rechutes tardives qui se voient, donc ce que vous voyez sur la courbe rouge, ils se voient tout au long de l'évolution de la maladie. Et ces récidives se voient sous forme essentiellement de métastases osseuses et de métastases hépatiques. Alors, le cancer ou la glande mammaire dépend essentiellement donc des récepteurs hormonaux. Les récepteurs, donc lorsqu'il y a une fixation des oestrogènes sur le récepteur, il y aura une activation des gènes au niveau de l'ADN dépendant des hormones et ces gènes-là vont entraîner une synthèse protéique et une prolifération tumorale. Donc, comment on détermine si la patiente elle a des récepteurs hormonaux positifs? Ça se fait sur des pièces, donc des fragments de tissu d'une biopsie ou d'une anapathe, donc d'une pièce de mastectomie, et il y a une coloration qui se fait par immunohistochimie. Et s'il y a au moins 10% de cellules qui sont marquées, et on parle des récepteurs hormonaux positifs. Et le plus utilisé, il y a un score qu'on appelle le score d'Alred. C'est un score donc, qui réunit le pourcentage de cellules, mais aussi l'intensité de marquage, et ça va nous donner un score. On dit que la patiente, elle est récepteur hormonaux positif si ce score-là est supérieur ou égal à 3.
Alors, il y a une entité qui a été récemment donc décrite, c'est les patientes qui ont un faible pourcentage de marquage des récepteurs hormonaux qu'on appelle ER low. Donc, c'est un pourcentage qui est moins de 10%. Ces patientes ne sont pas donc fréquentes, c'est moins de 5% de nos patientes. Et ces patientes-là devront être traitées comme des triples négatifs, vu que les tumeurs se comportent comme des triples négatifs. Alors, les cancers du sein dits luminaux, donc essentiellement, on a deux sous-types moléculaires, les cancers dits luminal A et un cancer luminal B. Donc, généralement, les luminal A ont une positivité importante des récepteurs hormonaux, un HER négatif et un cahier de un indice de prolifération, le cahier 67, qui est faible. Les luminal B, donc, ils ont aussi une positivité, mais qui est moins des récepteurs hormonaux, mais ils ont un indice de prolifération qui est le cahier 67, qui est supérieur à 20. Et une nouvelle entité aussi, elle a été définie selon l'ASCO-CAP, c'est les tumeurs dites HER de l'eau. Ce sont des tumeurs qui représentent pratiquement 50% des cancers luminaux et ce sont des tumeurs qui, en plus des récepteurs hormonaux, ont un HER qui est à score 1 au score 2, mais non amplifié. Cette entité donc, va bénéficier de développement de nouvelles molécules, essentiellement les anticorps drogue conjugués, les ADC, en situation essentiellement métastatique. Alors, on va passer au traitement de ces patientes. Avant de traiter votre patiente, vous devez déjà évaluer. L'évaluation commence essentiellement avec un bilan pré-thérapeutique. Donc, vous allez évaluer l'état général. Si c'est une patiente âgée, une évaluation gériatrique est nécessaire. Évaluer les comorbidités, évaluation nutritionnelle, échocardiaque si c'est nécessaire en fonction de l'indication thérapeutique. Si indication d'immunothérapie, un bilan est nécessaire. Et dans le cadre de bilan hormonal, un bilan phosphocolcique, une ostéodensitométrie et d'autres bilans seront nécessaires. Alors, il faut attirer votre attention, professeur Karboua l'a déjà signalé lors de la première présentation, qu'en Algérie, le cancer du sein est un cancer de la femme jeune. Donc, c'est pour cela que vous allez voir dans vos services que pratiquement un tiers de nos patientes ont un âge qui est moins de 40 ans. Donc, il est important à signaler que vous devez donc discuter avec la patiente une consultation d'oncofertilité avec possibilité de conservation des ovocytes ou bien, donc, si ce n'est pas possible, de lui proposer les analogues de LH-RH, donc, afin de protéger les ovaires de la toxicité des chimiothérapies, à commencer 15 jours avant le traitement. Il faut savoir aussi que la présence d'un cancer du sein chez une patiente jeune, ça évoque une composante génétique. C'est pour cela aussi qu'il est important de conseiller à la patiente une consultation d'oncogénétique ou bien faire la recherche de la mutation BRCA1. Alors, il est aussi important de souligner que c'est une maladie qui est complexe, hétérogène, donc il est important de prendre la décision thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et bien sûr, je dois attirer votre attention que la classification n'est plus la même donc à partir de 2018, vu qu'avant 2018, on prenait en considération que la taille tumorale, l'atteinte ganglionnaire et la présence ou pas de métastases. Mais actuellement, la nouvelle classification, c'est de prendre en plus de ces critères-là pronostiques, de prendre aussi le sous-type moléculaire, donc la présence des récepteurs hormonaux, l'HER, la taille tumorale, le grade et s'il y a une signature moléculaire, la prendre en considération pour classer votre patiente. Alors, on va commencer par la prise en charge des patientes qui sont RH positifs localisés. Donc, la première question qu'on pose souvent pour ces patientes-là, est-ce que je vais faire une chimiothérapie pour ma patiente? Alors, d'une manière générale, on a des facteurs pronostiques classiques qui sont déjà connus, donc essentiellement la taille tumorale, le grade SBR, mais vous voyez aussi que l'atteinte ganglionnaire est le facteur le plus péjoratif. Vous voyez sur le tableau, sur votre droite, que si on n'a pas de ganglions qui sont touchés, donc la survie, elle dépasse les 80%, alors si vous avez plus de 13 ganglions qui sont touchés, la survie, elle passe à 28%, donc ce qui est énorme. Donc, c'est pour cela que ces facteurs-là, donc selon les sociétés savantes, donc il a été décidé que si votre patiente a un seul de ces critères, ça veut dire que
la patiente elle a une tumeur qui est classée PT3 qui dépasse les 5 cm, ou bien c'est une patiente qui n'est pas ménopausée avec atteinte ganglionnaire, ou bien une patiente qui est ménopausée mais qui est classée N2, ça veut dire qu'elle a plus de 4 ganglions qui sont touchés, ou bien un grade 3. Un de ces critères va vous suffire pour poser l'indication d'une chimiothérapie adjuvante pour votre patiente. Alors, si la patiente, sur le côté droit, vous le voyez bien, si elle a tous ces critères pour dire que c'est une patiente qui ne nécessite pas la chimiothérapie. Ça veut dire que c'est une patiente qui a une tumeur de moins de 2 cm, sans atteinte ganglionnaire, un grade 1, des récepteurs hormonaux fortement exprimés, un KI faible et pas d'embole, pour dire vraiment que c'est une patiente qui est à bas risque et qui ne va pas nécessiter de chimiothérapie adjuvante. Pour les autres cas, c'est des cas intermédiaires où vous devez vous aider par des tests génomiques. Donc, les plus connus, c'est il y en a plusieurs. Il y en a des tests génomiques de première génération, deuxième génération. Donc, les plus validés, c'est le MammaPrint et l'Oncotype DX, vu que ils se sont basés sur des études prospectives. Donc, ce sont des signatures qui vont étudier plusieurs facteurs de risque et décider est-ce qu'il faut vraiment, il y aurait un bénéfice à faire de la chimiothérapie ou pas. Alors, donc, d'une manière générale, si vous avez une signature génomique, vous pouvez faire la signature génomique chez votre patiente. Et si, donc, pour une patiente qui est jeune, donc sans atteinte ganglionnaire, mais elle a d'autres facteurs de risque, si le test est entre 0 et 10, donc il s'agit d'un test génomique qui est faible, et donc vous allez ne pas faire la chimiothérapie et juste faire une hormonothérapie. Plus de 10, c'est une indication de chimiothérapie chez ces patientes. Pour les patientes ménopausées, donc qui sont soit 1,0 ou bien 1,1, ça veut dire qu'ils ont moins de 3 ganglions touchés, vous pouvez faire le test génomique et pour les risques, donc 6 risques donc faibles ou intermédiaires, donc pas d'indication de chimiothérapie donc, chez ces patientes-là. Alors, pour nous, s'il faut faire une chimiothérapie, vous voyez très bien selon notre référentiel national, donc c'est une chimiothérapie standard, donc à base d'anthracycline et taxane. Et donc, s'il y a une contre-indication aux anthracyclines ou il s'agit d'une femme qui est âgée, on peut proposer juste les taxanes avec le CPM. Alors, la deuxième question qu'on pose, donc après avoir posé la question s'il y a une chimiothérapie, c'est est-ce que l'hormonothérapie, qu'est-ce que je peux proposer pour ma patiente, pour quelle durée et chez quelle patiente on propose la suppression ovarienne. Donc, l'hormonothérapie, donc c'est l'arme principale. Elle a pour but essentiellement de bloquer donc soit la production des hormones, soit la fixation de ces hormones sur le récepteur. Et vous voyez très bien chez les patientes préménopausiques que la source essentielle des oestrogènes, c'est les ovaires. Donc, le traitement de référence, c'est le tamoxifène qui va bloquer les récepteurs hormonaux, l'oestrogène par compétition avec sur le récepteur. Alors, on peut aussi bloquer la production de ces oestrogènes par les analogues LHRH, donc c'est un blocage médicamenteux, ou bien proposer donc une castration chirurgicale, ou bien par radiothérapie. Et cette destruction des ovaires par la chirurgie ou la radiothérapie est définitive, contrairement aux castrations médicamenteuses où c'est réversible après arrêt de traitement. Alors, pour les femmes ménopausées, donc il faut définir c'est quoi la ménopause. La ménopause, généralement, c'est soit une patiente qui a plus de 60 ans, ou bien une patiente qui a 50 ans, mais une aménorrhée spontanée depuis une année, ou bien c'est une patiente qui a subi une annexectomie bilatérale. Après chimiothérapie, c'est difficile de déterminer si votre patiente est ménopausée ou pas. Il faut céder des récepteurs de dosage des hormones et des consultations chez les gynécologues pour décider vraiment est-ce qu'il s'agit d'une patiente qui est ménopausique ou pas. Les traitements à proposer chez les patientes ménopausiques sont essentiellement, donc on peut proposer les anti-oestrogènes vu que ça va bloquer l'action des oestrogènes donc périphériques, mais on peut aussi donner les inhibiteurs d'aromatase vu que les patientes non ménopausées, la principale source d'oestrogènes, c'est la conversion des androgènes en oestrogènes. Donc en bloquant cette aromatase, donc on va bloquer la synthèse des hormones. Alors, ces hormonothérapies ne sont pas démunies d'effets secondaires
essentiellement donc, les bouffées de chaleur, les douleurs musculaires. Il y a augmentation des risques thromboemboliques, des prises de poids, l'ostéoporose avec essentiellement les inhibiteurs d'aromatase, d'où la nécessité d'une surveillance donc avec des DMO et proposer des biphosphonates si nécessaire. Il y a le risque de cancer de l'endomètre qui est faible mais qui existe, d'où la nécessité d'une surveillance avec une écho-endovaginale et un frottis cervico-vaginal annuel s'il y a notion de prise de tamoxifène. Il y a aussi les troubles lipidiques qui sont connus aussi comme effet secondaire à ces hormonothérapies. Alors, est-ce qu'il faut donner de la suppression ovarienne et pour quelles patientes? Il y en a plusieurs études donc, qui ont montré que l'association de la suppression ovarienne, les analogues de LH et RH, à l'hormonothérapie chez des patientes à haut risque avait donc été efficace chez ces patientes-là. Et essentiellement, donc vous voyez cette méta-analyse qui a été de l'EPCCG, donc qui a montré, donc qui a été donc présentée à la San Antonio en 2021 et publiée à Lancet, donc qui a montré que pour les patientes à faible risque, donc le tamoxifène seul suffit sans chimiothérapie, juste le tamoxifène pendant 5 ans. Par contre, s'il s'agit d'un risque qui est modéré ou un haut risque, là, il faut associer soit donc un inhibiteur d'aromatase ou le tamoxifène à une suppression ovarienne pour améliorer le pronostic de ces patientes. Alors, est-ce qu'il faut faire de l'adjuvant étendu pour ces patientes? Là aussi, ça a été montré donc, que l'adjuvant étendu ça diminuait le risque de récidive. Mais ce qui est plus important à signaler, c'est qu'il y avait une nouvelle donc, étude qui a été publiée donc, dans le New England Journal of Medicine, donc, qui a pris donc, des études et ils ont évalué est-ce que le 7 ans, c'est chez des patientes qui étaient ménopausées, est-ce que le fait de rajouter 2 ans d'inhibiteur d'aromatase pourrait être équivalent à 5 ans d'inhibiteurs d'aromatase. C'est-à-dire que c'est des patientes qui ont déjà pris 5 ans d'inhibiteurs d'aromatase. Est-ce qu'il faut systématiquement prolonger 5 autres années pour ces patientes ou bien leur donner juste 2 ans? Cette méta-analyse a montré qu'il n'y avait pas de différence. Donc, de mettre les malades sous 7 ans ou 10 ans d'inhibiteurs d'aromatase. Mais cela à prendre avec prudence, vu qu'il faut discuter de cas par cas vos patientes. Une patiente qui a une atteinte ganglionnaire massive, je pense qu'il vaut mieux continuer l'hormonothérapie, disons, sauf toxicité. Alors, revenons à nos référentiels donc, locaux. Donc, le dernier donc, qui a été mis à jour, c'est de 2024. Donc, vous avez pratiquement les mêmes recommandations. Donc, c'est une patiente qui est donc ménopausée. Le standard, ça reste un inhibiteur d'aromatase pendant 5 ans. Vous pouvez faire du séquentiel avec le tamoxifène. Si c'est une patiente qui est à haut risque, donc T3 ou une atteinte ganglionnaire importante, un grade 3, SBR ou un test génomique qui est élevé, là, il faut discuter donc de prolonger l'inhibiteur d'aromatase ou bien de tamoxifène s'il y a une contre-indication aux inhibiteurs d'aromatase 5 autres années. Voilà. Après, chez les patientes qui ne sont pas ménopausées, donc si c'est une patiente qui est à faible risque, le tamoxifène à 5 ans seul suffit. Si à haut risque, donc c'est toujours les mêmes critères qui réapparaissent, le T3, l'atteinte ganglionnaire importante, un grade 2 avec cahier élevé ou un grade 3 SBR, il est important d'associer les analogues de LH-RH au tamoxifène. La question qu'on nous pose souvent, est-ce que les analogues de LH-RH, on peut les poursuivre au-delà de 5 ans? Donc, on n'a pas d'études, mais ce qui est recommandé, c'est juste 5 ans. Et il faut discuter en fonction de l'évolution du statut ménopausique de proposer un inhibiteur d'aromatase ou de tamoxifène pour l'adjuvant étendu. Alors, la dernière question, donc, vu que c'est, vous voyez très bien sur cette diapositive qui vous montre que pratiquement les patientes RH positifs, donc il y a un pourcentage important de patientes qui vont récidiver, pratiquement la moitié des patientes récidivent donc, dans les 5 ans, voire après même 15 ans et 20 ans. Cela donc, est essentiellement donc, dû à l'atteinte ganglionnaire, mais vous voyez aussi qu'il y a eu des patientes qui sont 1-0 et qui ont récidivé après 15 ans et 20 ans. Donc ça représente, vous voyez très bien sur la courbe dessus, qu'il y a au moins 22% des patientes qui récidivent, même si elles étaient 1-0. C'est pour cela qu'il y a eu le développement de nouvelles molécules, essentiellement les inhibiteurs de CDK4/6, donc qui sont des molécules qui sont validées en situation métastatique,
pour améliorer le pronostic de ces patientes et éviter les récidives. Essentiellement, donc, 2 études sont positives, l'étude Monarch E avec l'abimaciclib et l'étude Nathalie avec le ribociclib. Ces molécules ont prouvé qu'une réduction du risque chez les patientes, de récidive chez les patientes à risque. Alors, il y a aussi, pour les patientes qui sont mutées BRCA1, il y a aussi l'approbation des inhibiteurs de PARP, dans l'étude Olympia, qui a prouvé donc un bénéfice en survie de 3,4% chez les patientes qui étaient à haut risque et qui étaient mutées BRCA1. Alors, on va passer aux patientes métastatiques. Les patientes métastatiques, la prise en charge, elle diffère un peu des patientes au stade localisé, vu que le but ici du traitement, c'est pas vraiment de la guérison du patient avec une qualité de vie, mais ici, le but, ce serait vraiment de traiter s'il y a des symptômes, afin de préserver la qualité de vie, mais aussi de contrôler la maladie le plus longtemps possible et prolonger la survie. Et bien sûr, donc, de parler et discuter et d'éduquer la patiente sur les principales toxicités des traitements. Alors, il faut savoir si on a une maladie qui est métastatique, il faut toujours donc, faire des biopsies. Il faut faire un bilan complet, donc, afin donc, de faire une cartographie des lésions. Et ce qui est recommandé essentiellement un bilan biochimique, etc. Et ce qui est recommandé dans le cadre de bilan d'extension, c'est un scanner, une scintigraphie, les autres imageries, s'il y a des symptômes. Alors, la HER de l'eau, on l'a déjà parlé, donc c'est 50% des patientes, donc c'est essentiellement l'indication des ADC dans les lignes ultérieures. Et il faut savoir que la prise en charge n'est pas donc, la même pour toutes les patientes. Donc, il y a des critères à prendre en considération qui veulent changer votre attitude thérapeutique. Donc, l'âge de la patiente, le statut de performance, s'il y a des tares, s'il y a des métastases, donc est-ce qu'il s'agit d'une maladie oligométastatique ou une maladie donc, étendue. Et il faut aussi prendre en considération si la patiente a été déjà traitée par hormonothérapie. Il faut aussi essentiellement prendre si on a la disponibilité médicamenteuse et préférence de votre patiente. Alors, pour une patiente qui est RH positif, la première des choses, donc qui est métastatique, la première des choses, c'est de voir est-ce que votre patiente est vraiment en crise viscérale. Qu'est-ce que ça veut dire une crise viscérale? La crise viscérale, ce n'est pas des métastases viscérales, c'est une atteinte viscérale, mais qui s'accompagne d'un dysfonctionnement grave avec des symptômes soit cliniques ou biologiques qui vont donc s'aggraver rapidement dans le temps. C'est pour cela, généralement, pour ces crises viscérales, il faut un traitement par chimiothérapie pour contrôler rapidement la maladie. Cela n'est pas tout le temps vrai. On va revoir après, si vous voulez, dans les questions. Juste, j'attire votre attention, si vous avez une patiente qui a des donc hépatiques, si le bilan il est perturbé, il faut vérifier s'il n'y a pas une obstruction biliaire. Donc, parce que si vous avez une obstruction, vous pouvez faire une dérivation et traiter par hormonothérapie la patiente. Ce n'est pas considéré comme étant une crise viscérale. Une patiente qui a des métapulmonaires, donc elle est dyspnéique, il faut vérifier si elle n'a pas un épanchement pleural. Ça ne fait pas partie parce que vous pouvez drainer cet épanchement pleural et traiter la patiente pour hormonothérapie. Alors, il faut aussi définir la résistance. D'une manière générale, actuellement, donc, on parle d'une patiente qui est hormononaïve, c'est les patientes métastatiques d'emblée. Ça représente à peu près 15% des patientes. Le reste des patients, c'est des patientes qui ont été traitées par hormonothérapie en adjuvant et qui ont progressé 2 ans après. C'est des patientes qu'on appelle des résistances, moins de 2 ans, c'est des patientes qui ont des résistances primaires. Et généralement, c'est des maladies qui sont agressives. Et les résistances secondaires, donc toutes les autres situations, c'est des résistances secondaires. Alors, le traitement standard pour ces patientes, c'est l'hormonothérapie en dehors de la crise viscérale. Donc, si votre patiente elle est en crise viscérale, le pronostic vital est engagé, vous devez commencer par une chimiothérapie. À part cela, vous devez traiter votre patiente par hormonothérapie. Alors, donc, vous voyez très bien les recommandations locales. Donc, il faut toujours, pour une patiente, vérifier si elle est en crise viscérale, sinon hormonothérapie. Ce qui est recommandé, c'est un inhibiteur d'aromatase ou du fulvestrant, plus les inhibiteurs de CDK4/6. Et donc, après, donc, cela est basé sur plusieurs études
essentiellement donc, pour les inhibiteurs de cyclibre, ces molécules qui lèvent essentiellement la résistance à l'hormonothérapie. Plusieurs études ont montré leur efficacité en termes de survie sans progression, en termes de survie globale. Vous voyez très bien donc comment agissent ces molécules-là. Je vous ai mis, il y en a essentiellement 3. Le médicament disponible en Algérie, essentiellement le palbociclib. Ça se donne avec une voie orale plus une hormonothérapie. Et si la patiente elle est jeune, c'est avec la suppression ovarienne. Alors, vous voyez très bien, c'est les mêmes recommandations de Saint-Paul. Et vous avez plus de détails sur les indications de l'hormonothérapie en fonction de la situation de votre patiente sur notre référentiel local. Donc, s'il s'agit d'une patiente hormononaïve en résistance primaire ou secondaire. Alors, si votre patiente elle est en crise viscérale, c'est clair que vous allez proposer une chimiothérapie. Ce qui est recommandé, c'est généralement une monochimiothérapie. Donc, taxane ou anthracycline, c'est pas utilisé en adjuvant. Carboplatine, capecitabine, l'aminorelbine, l'érubéline, la gemcitabine, donc toutes ces molécules sont proposées. Une note importante, si votre patiente elle est en crise viscérale, que vous avez fait une chimiothérapie, vous pouvez maintenir avec une hormonothérapie plus de palbociclib, plus ou moins de palbociclib, si la patiente elle est stable. Donc en deuxième lien, généralement, il faut toujours continuer avec l'hormonothérapie si la maladie n'est pas agressive et elle répond à l'hormonothérapie. Alors, je vais terminer par cette diapositive qui vous montre, qui donne de l'espoir à nos patientes pour vous dire qu'actuellement, l'algorithme des indications thérapeutiques internationales donc, a changé, vu qu'actuellement, c'est le principe de donner le bon traitement au bon malade au bon moment pour assurer donc, une meilleure réponse et une meilleure survie des patientes. Et vous voyez très bien qu'actuellement, les recommandations se basent essentiellement sur les altérations génomiques et des médicaments qui ciblent cette altération. Et donc, l'algorithme est vraiment, qui donne beaucoup d'espoir à nos patientes dans la prise en charge. Espérons qu'un jour, on aura tous ces médicaments pour nos patientes. Voilà, et je vous remercie. Merci, professeur Diffie. C'était très bien, c'était très clair. Et je pense qu'il y a eu, docteur Gougem, il y a eu pas mal de questions. Je vous ai Professeur vu, Samia, voilà. j'ai vu défiler en train de répondre. Ça fait Voilà, plaisir. et c'est bien. Donc, mais quand même, on va les redire rapidement, comme ça, voilà, comme ça va rester, comme on dit. Donc, la première question, d'abord, je tiens à remercier toutes les oratrices finalement et avec des femmes. Docteur Gougem, franchement, pour le soutien, donc, Même moi, je suis excellent. une femme. D'accord. Voilà. Et puis, je voulais juste, parce qu'il y a eu cette question, je voulais dire que cette formation est destinée aux oncologues et pas aux médecins généralistes, même si je sais qu'il y a certains qui sont connectés, ou soyez les bienvenus. C'est juste pour une précision. C'est vrai que les traitements sont très spécifiques, donc il faut un minimum de connaissances en oncologie et médicale. Donc, il y a eu une question à laquelle la professeure Samy a répondu. Il y a une généraliste pour le CES, je ne sais pas de quelle région. En tout cas, nous, pour le CES de scénologie, pour les médecins généralistes, il y a toute une partie d'histologie qui est enseignée par les anapathes. Et donc, si je comprends, parce qu'on n'a pas repris un peu la classification histologique, je vous ai dit, il y a 3 types de cancers. Hein. Il y a les triples négatifs où il n'y a pas de récepteurs hormonaux ni l'oncoprotéine HER2. Il y a les récepteurs hormonaux, ce qu'on appelle les A et B, les luminaux. Et enfin, il y a des cancers qui ont que l'HER2. Donc, globalement, c'est ça la classification. Ensuite, donc, et en fonction de cette classification, il y a justement ces communications et les traitements. Je vais répondre juste à la question donc sur l'IRM, plus sensible que spécifique, plus de faux positifs que de faux négatifs. Professeur Samy a bien précisé que c'est des cas particuliers chez les femmes jeunes avec antécédents familiaux quand on l'utilise pour le dépistage. Donc, elle n'est pas généralisée. 40 ans, c'est la mammo-écho. Donc, par contre, les femmes à haut risque, qu'elles soient porteuses de mutations,
ou des antécédents, par exemple d'irradiation thoracique avant 30 ans. Et là, histoire familiale, donc on fait un dépistage par IRM entre 25 et 30 ans. Après l'IRM mammaire, elle peut avoir d'autres indications. Par exemple, quand on fait un traitement néoadjuvant, on fait le suivi de la réponse tumorale à la chimio par IRM. Lorsqu'on a une multifocalité ou multicentricité ou bilatéralité, on peut aussi, avant le traitement initial, demander cet IRM. Mais moi, j'ai parlé que dans le cadre donc de dépistage chez la femme jeune. Les professeurs Samy, tu prends le relais pour les autres questions, s'il te plaît. Professeur Samy, vous m'entendez ou pas? Professeur Samy, activez votre micro. Ah, donnez-lui la main, Ah, Belek. voilà, voilà. Là Voilà. maintenant, j'arrive à parler. D'accord. Même diffus, je vais lui dire. Voilà, donc je Vas-y, voilà. reviens. Il y avait une question Le double sur blocage, Samy, sur le double d'abord. blocage. Ce qu'était le double Voilà. blocage? Bien sûr, le double blocage, c'est l'association de deux thérapies ciblées anti-HER2. On prend l'exemple, par exemple, du trastuzumab et du pertuzumab. Ça peut être deux autres thérapies, bien sûr, hein. On peut dire que le lapatinib et le trastuzumab également, c'est un double blocage. L'essentiel, c'est il y ait une association des deux. Il y avait également une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut associer hormonothérapie à TD- pour le cancer du sein? RH positif, la réponse est oui. En situation adjuvante, c'est clair qu'il faut associer l'hormonothérapie et donner aux patientes l'hormonothérapie et la durée qu'il faut. Mais sinon, en situation métastatique, il n'y a aucun intérêt à associer le TDM1 et l'hormonothérapie. Quels sont les thèmes abordés? Est-ce qu'on peut Non, avoir mais les publications? bon, Oui, on va vous les envoyer. il y a Alors, les guides cette question. thérapeutiques, oui, Voilà. Vas-y, voilà, on me vas-y, pose la continue. question. Les guides thérapeutiques, vous pouvez les trouver, ils sont disponibles sur Internet, hein. Vous tapez juste guide thérapeutique Algérie cancer, vous allez Info, voilà. les trouver. Hmm. Euh, alors, il y avait une dernière question, je pense que c'est sur la contraception. Est-ce que la contraception comme un facteur de risque de cancer du sein? Et en fait, pour la contraception, c'est surtout la durée C'est qui est ça. importante. Donc, C'est plus la la durée durée est importante d'exposition aux aux oestrogènes. oestrogènes, voilà. Donc, une patiente qui prend une contraception, elle doit être suivie régulièrement. Et puis, il faut savoir que le risque diminue avec l'arrêt du traitement. Donc, c'est pas comme pour les autres facteurs. Dès qu'on arrête la pilule, le risque commence à diminuer avec le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre la pilule, c'est clair, parce qu'elle a ses avantages. Mais il faut la prendre Avec un sous surveillance suivi. médicale, voilà. Et plus maintenant, professeur Samy, c'est des Oui. mini-dosés, c'est pas Voilà, les mini-dosé, anciennes c'est pas pilules. comme les. Voilà. Voilà. C'est en fait la quantité d'œstrogène ou le taux d'œstrogène que contient cette pilule qui est important et également la durée. Très bien. Euh, Il y a la T4D N2, M2, je pense que Hadik, c'est j'ai pas compris M0 la ou question. M1. Voilà. Avec chimio, peut-on faire chirurgie et combien de J'ai pas séances? compris la C'est très mal noté. question. J'ai pas compris ce que c'est que M2. D'une manière, si la question est est-ce qu'on peut opérer les malades métastatiques? Peut-être que c'est ça la question. Ben, je vous dirais que oui, mais après contrôle de la maladie. C'est-à-dire que toujours on commence avec le traitement systémique et puis si la patiente est en stable ou en rémission pendant longtemps, on peut proposer la chirurgie du sein et ou des métastases. Alors, il y a une question, la mammographie pourrait déclencher le cancer du sein si mammographie se fait d'une façon régulière chaque 2 ans. La réponse, en fait, est non, hein, parce que, il y a une dose qu'il faut atteindre pour que ça devienne cancérigène. Je pense que c'est 100 j'ai oublié, mais en tout cas, une mammographie tous les 2 ans, voire tous les ans chez les patientes qui ont déjà un cancer du sein. Quand on a un cancer du sein, dans le cas de la surveillance, ce qui est recommandé, c'est une mammo tous les ans. Et bien sûr, il n'a pas été démontré que le fait de faire une mammographie pourrait déclencher le cancer du sein.
c'est clair. Et puis, il faut savoir que l'avantage du dépistage par mammographie est beaucoup plus important que le risque qui est vraiment très, très, très faible. Euh, Lorsqu'on parle de cancer du sein dans la famille, on parle du côté maternel uniquement. Non, pas forcément, ça peut être des deux côtés, mais le plus souvent, c'est le côté maternel. Et le Voilà. premier degré, premier, deuxième. Oui. Premier, Quand c'est pas le c'est les côté, cousines, voilà. la grand-mère, la Et maman, les tantes, je les peux, cousines je germaines. peux Voilà. rajouter quelque chose? Je peux rajouter Bien Oui, quelque sûr, chose? docteur oui. Boukam. Oui, pour le Professeur côté. Diffie et docteur Aziz, vous pour- pouvez intervenir à tout moment. Hein. Merci, merci. Pour Merci. le côté, je rajoute quelque Ah, chose oui, pour oui, le côté maternel et paternel. Hein, c'est par rapport à ça. oui, Hein. oui. Le paternel, c'est le brakatou, généralement. D'accord. Voilà, c'est quand Très il y a une bien. mutation brakatou chez l'homme, parce qu'elle est souvent porteur par l'homme, pas chez les femmes. Oui. D'accord? Souvent, hein, Et le plus la souvent. une, ouais, la Voilà, une, voilà. c'est quand Donc ça, même. il y aura une exposition. Et je voulais rajouter autre chose par rapport au traitement substitutif et le risque de cancer du sein. C'est vrai il augmente le risque relatif de cancer du sein 3 ou 4 fois. Peut-être il faut l'éviter pour les patientes à risque. Vous savez, en Algérie, on a des familles de cancer du sein. C'est chaud, Pas que, hein, pas que, Aziz, pour le traitement substitutif hormonal pendant non, la non, pas ménopause. hormonal, de contraception. Je parle de la contraception. Ah, La d'accord, ok. contraception, Non, c'est traitement. différent, oui. Oui, non, non, je parle de la contraception D'accord. chez les malades, par exemple, à risque, de familles à risque. Peut-être qu'il ne faut pas proposer un traitement, une contraception à base de traitement Tout hormonal. à fait. Je voulais rajouter cette précision, c'est tout. La Saha, très bien. Là, Docteur Gougem, vous voulez rajouter quelque chose ou poser une question? Non, la seule question que je vais poser, c'est leur dire, est-ce que vous avez puisqu'on a des oncologues avec nous, est-ce qu'il y a une formation particulière qui vous tient à cœur et qui vous pose des problèmes sur une affection, là, je ne sais pas, qui vous pose un problème sur le terrain? C'est ma première question. La deuxième, c'est pour vous. Quand est-ce que vous allez envoyer les supports de communication? Maintenant. Donc, chacun séparément, vous les envoyez. Oui, oui, séparément. Moi, je vous envoie D'accord. sur mail ou là, sur le chat. Je ne sais pas Donc, par comment faire. rapport, alors il y a ceux qui parlent. Bon, il y a Moi, ceux j'ai qui juste ont- une Bon, remarque, docteur Gougem. bon, En fait, bonjour. ce qui est intéressant pour les spécialistes, il y a ce qu'on appelle les certificats de surspécialisation. Et ça se fait au niveau de la fac de médecine, enfin de l'université de la santé. Il suffit qu'on demande, comme تسمعوا professeur Sami ou Difi ou Oui, oui, Aziz, oui. il Oui, suffit Oui. qu'on fasse une demande. C'est très simple, hein. Donc, moi, j'ai pensé à faire l'onco-ORL et peut-être qu'il faut faire aussi le sein, il y a le CS de scénologie, mais peut-être faire exclusivement le cancer du sein ou d'autres cancers. C'est des certificats de surspécialisation qui sont destinés aux spécialistes. Donc, si on fait HNAYA, ça sera les oncologues, ils auront un diplôme en plus de leur oncologie générale. Très bien. Voilà. Pardon, si Si vous on voulez. continue, moi je Pardon. parle de la formation, moi je réitère ma question par rapport à la formation continue. Qu'est-ce qui Oui, oui, serait- j'ai compris. Oui. Mais il devrait répondre. Je sais que vous avez Il devrait compris. répondre. Vous avez même fait des propositions. Donc j'aimerais bien J'ai fait avoir des propositions pour novembre blanc et novembre bleu déjà. Voilà. Est-ce que on l'a fait, alors, est-ce qu'on l'a fait pour les généralistes ou pour les oncologues? Il y a les C'est oncologues. ça. Ah, Que c'est ça la pensez-vous du question. rôle de la biostatistique dans le domaine de l'oncologie? Comment peut-on aider? Je réponds. Vous pouvez beaucoup nous aider parce que je vous explique. Malheureusement, on n'a pas de biostatisticiens dans les services, d'une part. D'autre part, on les trouve pas souvent, donc on travaille avec des amis épidémiaux ou en fait des connaissances, parce qu'en fait, nous avons énormément de données. Même si on est informatisé, à un moment donné, c'est le biostatisticien qui va nous aider, qui va faire tout ce qu'il faut. Et franchement, il a un rôle primordial. Donc, nous avons besoin de vous.
Et si vous voulez nous aider, laissez-nous vos coordonnées. C'est avec un grand plaisir. Euh, Pardon, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, professeur Oui, Difi. on vous On entend. vous entend, on vous entend. Il y a juste une question un peu dessus. Est-ce qu'il y a une association du cancer Ouais, du col du de col. l'utérus et cancer du sein? Juste pour répondre à cette question, si vous permettez. Oui, réponds, Oui, réponds. oui. Bon, il y a un risque, ce que j'ai dit dans la présentation, il y a un risque d'association l'hormono essentiellement avec le tamoxifène quand il est donné chez les patientes non ménopausées, parce que le tamoxifène est considéré comme étant un antagoniste sur la glande mammaire, mais un agoniste pour l'endomètre, ce qui va favoriser donc l'hyperplasie, parfois favoriser l'apparition de cellules atypiques et le cancer du col. Mais ce risque-là est vraiment très rare, vu le bénéfice de la molécule, donc qui est moins de 1%. Et avec la surveillance, pratiquement, on ne le voit pas parce que systématiquement, c'est des patientes qui sont surveillées sous tamoxifène. Ils vont faire une écho-endovaginale et un frottis cervico-vaginal régulièrement. Et donc, le risque n'apparaît pas chez ces patientes pratiquement avec la surveillance. Voilà. Il y a un cas clinique luminal 50 ans. C'est bon, Hadawad, tu as répondu. Mhm. Luminal, Luminal patiente 50 50 ans, ans. luminal A, Oui. qui a été réglée sous tamoxifène depuis 6 mois et toujours pas d'aménorrhée. Oui, pour le tamoxifène, et ce n'est pas un médicament qui va bloquer les règles des patientes. C'est une molécule qui va bloquer l'action des hormones au niveau de la glande et des cellules tumorales. Et les médicaments qui bloquent les règles, c'est les analogues de LH et RH. Donc, probablement, cette patiente, elle a été considérée à bas risque, donc lui ont donné juste du tamoxifène. Le tamoxifène ne bloque pas la fonction ovarienne. Donc, elle aura les règles normalement. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que non. Non, il n'y a pas. Oui. Plus de Les questions. suggestions, docteur Gougem, j'ai vu une conférence nationale. Apparemment, il Oui, n'y il a plus de demande, questions. voilà, il demande des vidéoconférences pour le futur scénologue ou une journée nationale. C'est docteur Hanin Chergui, voilà, du CHU Bni Msous, si je ne me trompe pas. Donc, docteur Gougem a quitté. Vidéoconférence pour les futurs scénologues, c'est-à-dire les généralistes ou une journée nationale. Il n'y a pas de souci, on peut organiser ça sans problème. Alors moi, j'ai pas su envoyer ma communication sur le chat, donc je l'envoie peut-être euh, docteur Gougem qui va vous la transmettre. Oh là là, ça va pas être facile. Et je sais pas, il faut On a me reçu montrer une lui. seule à la Le chauffeur. message, en bas, il y a une petite Il feuille. Il y C'est a la une ouais, petite petite, ouais. feuille. la Tu cliques petite. Ah, dessus. ça y est. Fais T'as les compris? messages, ça y est, c'est bon, Voilà, c'est tu fait. cliques dessus et Merci. tu l'envoies. Oui. Mais il y a une seule D'accord. personne qui a envoyé. Hein. Oui, moi aussi, j'essaie d'envoyer, j'arrive pas. Mais là, Ça je y est. vais, Alors, tu cliques sur la feuille et elle nous a montré, ouais, je vais professeur regarder, Samy. je vais voir ce que je peux. Alors, le chat, je vais Ah attendre. bon. C'est bon. C'est tout simple, hein. Ouais, Voilà. Mazel Chouine. Donc, Samy, Kerboua, Mazel Taziz ou Voilà. Difi. Ouais, Voilà. Merci, professeur. il n'y a pas de souci, je vais l'envoyer, attendez. Je vais essayer. Et je ne savais pas que c'était la petite feuille. En attendant qu'ils envoient, on va. Docteur Gougem, ils veulent Hein? que vous leur fassiez une formation sur la rage, hein. Oui, j'ai vu, mais vraiment.
On est dans l'oncologie. D'accord. Il y a la prévention qui a commencé à faire des formations, je pense, hein, sur ça. Très Le bien. programme des prochaines vidéos, médecin. Il y a une question, les filles. Quand est-ce qu'on peut faire un traitement conservateur? Dès lors Quelles qu'on sont fait un les traitement indications? Oui. néoadjuvant, Non, mais conservateur, ça s'adresse à quel type, quelle taille? Je pense que c'est ça la question. Samy? Oui. Alors, on fait le traitement conservateur. Donc, il faut pas que d'abord que la tumeur soit multicentrique, c'est-à-dire dans plusieurs cadrans, on a plusieurs tumeurs. Il faut que ça soit des nodules au niveau du même cadran. Donc là, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est par rapport à la taille de la tumeur. C'est également le rapport de la glande, c'est-à-dire du volume de la glande par rapport à la taille de la tumeur. On peut aller, idéalement, c'est une tumeur de moins de 3 centimètres, mais maintenant, on va jusqu'à 5 centimètres, moins de 5 centimètres. Mais parfois, le volume mammaire ne permet pas le traitement conservateur. Quand la patiente a un bonnet A, même si la tumeur, elle est petite, on ne peut pas faire un traitement conservateur. Donc, il faut prendre en considération le siège donc de la tumeur au niveau du même cadran, même si on a deux ou trois, l'essentiel c'est que ça soit au niveau du même cadran. La taille de la tumeur, idéalement moins de 5 centimètres, mais à condition que le volume mammaire le permette. Et puis, il faut savoir aussi que le traitement conservateur n'a rien à voir avec l'atteinte ganglionnaire, d'accord? Même si on a une atteinte ganglionnaire, on peut faire un traitement conservateur. S'il y a une atteinte ganglionnaire, on fait un curage au lieu du ganglion sentinelle. Très Et bien. s'il n'y a pas de ganglion, on fait un ganglion sentinelle. C'est clair. Très bien. Pas d'adénopathie, donc c'est la Mm. place du ganglion sentinelle. Je pense qu'il est midi, 11h59. Docteur Gogem, on a vraiment meublé la matinée, hein. Et il n'y a plus de Oui, questions. avec ça, il n'y a plus de questions, il reste juste les deux communications. Peut-être qu'elles ont un problème. Bon, Ziz nous et dirons. Diffie. C'est oui, tout simple, hein, la petite Ouais. feuille et vous mettez dedans تخرج وحدها, ça sort toute seule. Il vous demande, برك, docteur Gogem, les programmes des prochaines Ah visioconférences. oui, Donc, je dépends de vous. Je dépends de oui, vous. oui. Donc, je vous les envoie et vous les diffusez, d'accord? D'accord. Pour Voilà. les Merci généralistes beaucoup. ou pour les oncologues? C'est D'accord. à vous de voir. On peut faire même Non, deux, nous voilà. aussi, on est avec une population d'oncologues, alors s'ils veulent bien se manifester et dire ce qu'ils veulent, c'est l'occasion. Quand est-ce qu'on Très rajoute bien. un Parce que analogue? quand même, on a eu 100 et quelques, hein, qui sont connectés. Donc, c'est des oncos, quelques généralistes. Ouais. Ça veut dire Sinon, on le que fera pour les oncologues. Il n'y a pas de souci. pour les oncologues, ok. Ok. Voilà. Ok, il reste les deux communications. Ah, il y en a qui Sinon, demandent pour la les prochaine, généralistes, hein, bénéfiques, votre télé. espérons bien qu'on a. Je suis en train de lire le chat, alors ils disent que c'est Ah, extrêmement bénéfique. Espérant qu'on aura plus de visio. Ça, c'est et il y en a qui demandent pour les généralistes. On peut faire les On deux, il n'y a verra pas de comment souci. procéder. On verra Oui, oui. comment procéder. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup. À vous la dernière parole, hein, docteur Gogem. Tout à votre honneur. Moi, je ne fais que vous suivre. Alors, dites un dernier mot, professeur Kerboua, et pour les deux autres communications, je ne sais pas, apparemment, elle n'arrive pas à les envoyer. On va faire autrement. Elle me l'envoie à moi et on verra à la prochaine session. Attendez, je crois que j'ai celle de Diffie, professeur Diffie, donc je vais essayer de l'envoyer moi-même. Celle de docteur Aziz Mahandesh. Voilà, celle de Diffie, elle est là, donc c'est bon. Je viens de l'envoyer. Il manque celle de docteur Aziz. D'accord. j'essaie, mais elle veut pas partir. Il me dit بدك rejoignez. تقريبا Je pense que je suis